Bonjour Fatima Charef, bonjour à tous les auditeurs qui nous suivent ce matin. Monsieur Mohamed Abdelhafid Henni, bonjour. Bonjour madame, bonjour à l'équipe de la chaîne 3 et à toutes les auditrices et auditeurs Alors de la feuille, l'émission. alors la feuille de route mise en œuvre jusqu'ici par le ministère de l'Agriculture et du Développement rural a-t-elle donné entière satisfaction ou des insuffisances demeurent toujours quand on se réfère au volume de la facture d'importation des produits alimentaires, 10 milliards de dollars, elle n'a pas baissé pour autant. Monsieur Abdelhafid Henni. Merci pour la question, mais je voudrais, si vous permettez, faire une petite déclaration au sujet de la commémoration du 8 mai 1945. Euh, Vous savez que c'est une étape historique importante dans l'histoire récente de notre pays, et nous ne pouvons que nous incliner à la mémoire des victimes du colonialisme en ce temps-là. Et heureusement, nous sommes aujourd'hui un pays indépendant, un pays souverain, et qui nous permet d'avoir une vision d'avenir pour l'ensemble de nos concitoyens. Pour répondre à votre question, nous sommes aujourd'hui, d'une manière générale, sur un plan global, face à des défis majeurs, essentiellement qui s'appuient sur deux éléments clés. D'abord, le réchauffement climatique et la problématique de la sécheresse récurrente sur de nombreux continents. Nous avons vu l'effet dévastateur de cette augmentation des températures, notamment la dernière semaine au Canada, où il y a eu des incendies sur pratiquement 400 000 hectares et l'évacuation de plus de 30 000 personnes pour sauvegarder les personnes et les biens. Deuxième élément, c'est la situation géostratégique mondiale qui nous impose une vision vraiment appropriée, adaptée et précise sur l'avenir de notre pays. J'entends par là que nous devons en fait compter uniquement sur nos propres moyens. Aujourd'hui, l'Algérie est forte. Elle est forte sur le plan économique. Vous avez constaté les principaux indicateurs dont nous disposons aujourd'hui. Le projet, ou en tout cas qui est en train de se concrétiser, c'est l'adhésion aux BRICS sur intervention et la vision éclairée de Monsieur le Président de la République. Donc nous avons pratiquement tous les atouts de notre côté. Également, nous avons vis-à-vis de cette vision et cette stratégie globale, quelques priorités. Vous avez effectivement souligné le niveau d'importation des biens alimentaires qui sont aux alentours de 10 milliards de dinars. Il n'y a pas que les biens alimentaires, c'est un volume important que nous importons. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui mis en place une feuille de route. Cette feuille de route s'articule sur des éléments clés, notamment les données statistiques sur lesquelles nous sommes en train de nous appuyer. L'exemple, c'est le recensement du cheptel, donc c'est notre capacité de production. Nous avons également réalisé l'identification et la géolocalisation de toutes les parcelles liées à aux productions agricoles, notamment production agricole stratégique, en tout cas celle de large consommation. Nous avons également mis en place tout un dispositif de numérisation pour l'ensemble du secteur et nous allons le clôturer avec le recensement général de l'agriculture qui commence en octobre 2023. Nous avons les crédits nécessaires. Il faut juste rappeler que le dernier recensement général de l'agriculture a été fait en 2001. Donc nous voyons aujourd'hui l'écart entre cet écart de temps qui nous permet maintenant, à l'issue de l'année 2023, d'avoir une vision beaucoup plus précise de ce que nous souhaitons entreprendre. Il y a également tout ce qui est processus de modernisation lié notamment aux relations avec nombre de ministères. Et il faut souligner en deux mots simplement que notre ministère est un ministère qui est considéré comme un département horizontal, en lien avec le ministère de l'énergie pour l'énergie électrique, en lien avec le ministère de l'Intérieur pour tout ce qui est programme entrepris au niveau local sous la responsabilité de mesdames et messieurs les OLI. Nous sommes en lien avec le ministère du Commerce pour tout le process de régulation. Nous sommes en lien avec le ministère de l'Industrie pour l'industrie agroalimentaire. Nous sommes également en lien avec le ministère de l'Environnement et c'est le cas, par exemple, pour les zones humides et les aires protégées. Donc cette vision globale doit nous amener à l'obligation de résultats qui s'appuie sur des programmes et sur des contrats de performance au niveau de chaque wilaya et qui nous permet d'évaluer le travail donc au niveau décentralisé.
En tout, quels sont les éléments sur lesquels nous appuyons aujourd'hui très rapidement? Vous savez, vous connaissez le problème, c'est les céréales et également le lait. Mais justement, j'allais aborder Merci. cette question. Cette vision nécessite aujourd'hui une adaptation en conséquence, c'est-à-dire actualiser la feuille de route en tenant compte, bien sûr, de certains paramètres exogènes. Et, monsieur le ministre, et la priorité, c'est les produits ou la production ou c'est-à-dire les essentiels, c'est ça aujourd'hui, monsieur Hani, c'est-à-dire les céréales, là où on perd beaucoup d'argent et on dépense beaucoup d'argent, c'est la poudre de lait que nous devons aujourd'hui bien sûr mettre à la disposition des citoyens algériens, c'est-à-dire le lait de façon globale, certains produits, par exemple les oléagineuses, puisqu'aujourd'hui vous avez donné pratiquement l'exclusivité à l'OAIC, mais bien plus que ça, il y aura aussi un autre office qui sera créé pour le rachat de toute la production des produits stratégiques par les agriculteurs, par cet office. C'est important aujourd'hui d'avoir cette vision tout en mettant en place, bien sûr, des mécanismes qui permettent d'avoir de la visibilité comme le recensement et les statistiques. Je vous remercie, vous avez bien posé la problématique. Donc il y a d'abord une vision globale, hein, il y a des objectifs et puis mettre en place les assises nécessaires pour développer ces activités. Avec obligation de filières. résultat. Avec obligation de résultat, je l'ai dit il y a un instant. Je voudrais simplement rappeler en 2 mots que nous couvrons par rapport à l'ensemble des filières agricoles qui sont au nombre de 27, hein, ce qui est important. Hein, c'est quasiment des mécanismes qui ne s'arrêtent jamais, que nous sommes obligés d'adapter en fonction des réalités du terrain. L'information nous remonte sous multiples voies. Nous avons évidemment l'administration locale, les organisations professionnelles, l'Union nationale des paysans algériens dont je salue les efforts. Nous avons également tout ce qui est conseil interprofessionnel. Et c'est pas notre souci, notre objectif, c'est d'être pratiquement proactif, c'est-à-dire immédiatement les réactions de réadaptation doivent être mises en place. Pour ce qui est des céréales, c'est un cas particulier. C'est un cas particulier parce qu'évidemment, notre modèle de consommation, comme vous le savez, s'appuie essentiellement sur la consommation de blé tendre et de farine. Ça n'est pas un problème, il va falloir du temps pour réadapter le modèle de consommation qui doit normalement commencer avec les plus jeunes générations. Toutefois, pour cette saison, puisque vous souhaitez la précision, nous avons noté évidemment une baisse importante de la pluviométrie, notamment dans certaines régions de l'ouest du pays. Nous nous sommes rendus sur plusieurs wilayats et là, nous rendons compte, les objectifs étaient les suivants. 1, c'était la préservation des semences nationales. Ceci est fait, même dans les zones qui ont été touchées par la sécheresse ou la baisse des pluies. Nous avons utilisé, comme vous le savez, tout ce qui concerne l'irrigation d'appoint pour cela et toutes les semences ont été relativement protégées et sauvées, au-delà d'une production normale, hein, de céréales de consommation. Deuxième élément, au niveau de la région centre et est, nous avons déjà les premiers chiffres, hein, les premières estimations. Il n'y a pas de grands changements comparativement à l'année dernière. Quelles sont les estimations? Alors, nous sommes pratiquement sur les volumes de superficie. Les rendements sont également identiques à ceux de l'année dernière. Donc, je ne peux pas vous donner des chiffres pour l'instant. Je préfère ne pas donner des éléments qui ensuite pourraient prêter à confusion. Les premières informations font état d'un maintien d'un niveau de production relativement élevé. Et puis ça me permet d'aller vers la nouvelle orientation, hein, du système de production agricole, notamment en céréales, c'est l'agriculture au niveau du sud. Là, nous sommes sur de l'agriculture, une agriculture productive, sur des produits stratégiques, avec l'obligation de cahier des charges, des plans de culture qui ont été mis en place, 230 000 hectares qui ont été mis à la disposition des investisseurs en 2022, 220 000 hectares au cours de cette année. La plateforme Office de développement de l'agriculture saharienne est ouverte. Nous avons une forte demande, notamment d'investisseurs. La
ouverture de la plateforme au courant fin 2022, début 2023, nous avons eu plus de 3000 demandes d'investisseurs, ce qui montre effectivement cette volonté de développer l'agriculture saharienne. Les rendements sont importants puisque, nous l'avons souligné, nous sommes pratiquement à des moyennes de 70 à 80 quintaux à l'hectare sur des wilayas qui sont connus, qui sont équipés et qui disposent surtout de la ressource hydrique nécessaire. Je fais référence à la nappe albienne, vous connaissez les volumes, nous pouvons aller pratiquement sur des siècles et des siècles d'exploitation. Et la priorité aujourd'hui, c'est l'agriculture du Sud pour ce qui est des productions stratégiques comme les céréales, les légumineuses et puis également les graines oléagineuses. Vous savez que nous avons lancé le programme de tournesol cette année sur 45 000 hectares et nous démarrons le projet. Il est en cours d'exécution sur les Oued du Nord. D'abord pour ce qui est du mois de mai et nous allons faire le mois de juin pour les Oued du Sud, notamment pour la production de tournesol. Alors, très rapidement sur la question que je vais vous poser aujourd'hui, monsieur Mohamed Abdelhafid Hanni, le phénomène bien sûr de manque de pluviométrie affecte nos rendements de façon réelle. Est-ce qu'on peut considérer que cette année, il y a eu des dispositions particulières qui ont été mises en place pour indemniser les agriculteurs dans le cas où il y a eu préjudice par rapport à leur récolte, sachant que, bien sûr, la sécheresse n'est pas considérée comme étant calamité naturelle. Monsieur Mohamed Abdelhafid Hanni, rapidement sur la question. Absolument, vous avez raison. Nous ne pouvons pas laisser les agriculteurs, passez-moi l'expression, entre guillemets, ça n'est pas le cas, en quelque sorte livrés à eux-mêmes. Donc à partir entre le 1er et le 15 juin. Donc il y aura des commissions qui vont se déplacer au niveau local. Le dispositif est mis en place pour évaluer le degré de perte, en tout cas le degré de dépense qui a été fait par les agriculteurs. Il y aura indemnisation rapidement. Alors, nous sommes tout à l'heure, j'ai une séance de travail avec les collègues de l'Union nationale des paysans algériens pour mettre en place donc tout le dispositif. Et évidemment, je pense qu'il n'y aura pas d'indemnisation, disons, en espèces, hein, mais nous allons mettre en place un dispositif pour une prise en charge des soucis des agriculteurs en nature. Je fais le parallèle, par exemple, comme les indemnisations pour lesquelles il y a eu des victimes pour les incendies de forêt et qui ont été indemnisées en nature avec des remplacements, des plantations, du cheptel, des ruches pour la production de miel et ainsi de suite. Mais est-ce que vous trouvez qu'il est normal aujourd'hui qu'au niveau de la CNMA, la Caisse nationale de la mutuelle agricole, on ne considère pas la sécheresse comme étant une calamité naturelle? C'est la raison pour laquelle il n'y a pas d'indemnisation réelle aujourd'hui sur le terrain. Est-ce que ce facteur aujourd'hui de pays qui est passé de situation de semi-aride à aride doit être pris en compte par le département ministériel que vous dirigez aujourd'hui, monsieur Abdelhafid Hanni? La sécheresse n'est pas considérée comme calamité naturelle. On a les séismes, on a les volcans, on a les éboulements, on a les inondations, mais il n'y a pas le phénomène de la sécheresse. Alors c'est un problème extrêmement complexe. Hein. Il faut l'examiner, il faut ouvrir ce dossier au niveau de votre département ministériel parce qu'on est plus exposé à la sécheresse qu'aux inondations. Oui, tout à fait. Donc le dossier est ouvert. La Caisse nationale de mutualité agricole doit disposer d'un ancrage juridique pour commencer à indemniser les agriculteurs. Donc ça doit être discuté au niveau de votre département ministériel, au niveau du gouvernement. Bien sûr, il y a le fonds des calamités naturelles. Il faut absolument intégrer cette problématique de sécheresse qui est liée à la production et au rendement et à la couverture des besoins de la population. C'est un dossier ouvert. Le dossier est ouvert, absolument. Et c'est une urgence absolue, là, on le considère comme tel. Je voudrais revenir avec vous sur plusieurs aspects. Nous avons vu qu'au fil du temps, bien sûr, ce secteur est devenu extrêmement important. C'est un secteur de souveraineté nationale puisque la question de la sécurité alimentaire est devenue aujourd'hui d'un grand enjeu aussi bien au niveau national qu'au niveau international avec toutes les questions géopolitiques que nous voyons aujourd'hui et qui se sont répercutées bien sûr sur l'offre agricole au niveau des marchés mondiaux puisque les céréales ont flambé et d'autres produits également. C'est la raison pour laquelle l'instruction du président
c'est de tout développer dans notre pays. Nous avons un pays des plus vastes au niveau du continent. C'est le premier pays grand en superficie au niveau du continent. Les disponibilités foncières sont très très importantes. L'offre aussi agricole est des plus importantes puisque nous avons au niveau du sud des eaux souterraines qui peuvent bien sûr irriguer notre agriculture sur des millions d'années. Mais nous avons aussi l'agriculture qui répond aux besoins, il faut le dire aussi, pendant la période des plus difficiles. Nos agriculteurs ont été au rendez-vous. L'agriculture, la production nationale répond à la demande à hauteur de 70%. Il reste les 30%, mais c'est pour les produits aujourd'hui stratégiques. On a vu aussi le président de la République faire beaucoup de reproches au secteur de l'agriculture, aux agriculteurs eux-mêmes, d'intensifier bien sûr les rendements à l'hectare, introduire les nouvelles technologies, les startups aussi qui peuvent être d'un grand apport, améliorer également les statistiques, puisque nous avons vu que les données statistiques sont quelque part biaisées par rapport aux disponibilités réelles. Il faut avoir les données réelles pour pouvoir asseoir une véritable stratégie. Monsieur Hani. Alors, c'est une question sur laquelle, évidemment, nous sommes longtemps attardés. Nous avons, comme vous le savez, organisé les Assises nationales de l'agriculture le 28 février 2023. Et on a pointé du doigt les chiffres Oh. qui sont complètement faussés par rapport au cheptel et par rapport à la superficie céréalière. Exactement. Donc, les données statistiques, de par le passé, étaient simplement des évaluations ou des estimations. Ça, tout le monde le sait. Monsieur le Président de la République, lors de sa dernière déclaration à la presse, lors de sa dernière émission, a employé des mots, a utilisé des mots-clés. Notre agriculture doit être moderne, pour ne pas dire modernisée, et elle ne peut plus être considérée comme une agriculture traditionnelle. C'est évident. Il a été même plus loin en disant que c'est quasiment un secteur quasi sinistré. Je ne crois pas qu'il ait dit ça. Je pense qu'il a, Monsieur le Président de la République, je l'ai bien écouté, il a évalué la production nationale à 35 milliards de dollars en équivalent. Il y a eu des progressions importantes au cours au moins de ces 2 dernières ou 3 dernières années. Il y a une feuille de route qui a mis en place toutes les bases de développement en lien avec une ambition pour le pays. Monsieur le Président de la République a dit, pour le reprendre, ça restera dans l'histoire, l'Algérie est grande. Donc nous devons aller à ce niveau de grandeur de notre pays. Et ça n'est pas, ce sont des objectifs qu'on peut atteindre, vous venez de le dire vous-même. Nous sommes un grand pays, le plus grand pays d'Afrique en termes de superficie. La disponibilité hydrique au niveau des vallées du Sud existe. Et nous avons des problèmes de foncier. Pourquoi le problème de foncier? Nous mettons à la disposition donc des investisseurs, des Mais on a toujours dit que nous avions un problème de foncier, alors que c'est ça la contradiction, alors que nous sommes le plus grand pays de l'Afrique en termes de superficie. Non, permettez-moi simplement de vous donner des précisions au sujet du problème du foncier. Ce sont des problèmes essentiellement d'ordre administratif liés à la succession des lois. Vous le savez, nous avions la 87-19 évoqué le droit de jouissance perpétuelle. Ensuite, il y a eu une rectification en lien avec la loi portant orientation agricole. Donc en 2010, il y a eu la concession. Ces concessions des terres agricoles dans les ouest du nord du pays concernent 2 475 000 hectares qui faisaient partie des ex-exploitations agricoles collectives ou individuelles. Nous avons délivré au cours de ces dernières années, par le biais de l'Office national des terres agricoles, 95% des actes de concession. Donc les 5% qui restent, il n'y a pas de problème dans son immense majorité. Les 5%, ce sont des problématiques de succession, de dossiers déposés au niveau de la justice, et il y a un effet conservateur immédiat. Tant que les décisions de justice ne sont pas rendues, les gens ne peuvent pas disposer, ni l'administration, ni les privés, concessionnaires, bénéficiaires de concession, ne peuvent disposer d'un acte de concession. Mais dans l'immense majorité des cas, ce problème a été réglé. Pour ce qui est du foncier agricole, j'ai compris votre question. Je pense que vous faites référence aux terres abandonnées et inexploitées. Ces terres abandonnées et inexploitées, dans la bande nord du pays... Et sous-louées aussi. Attendez, nous sommes d'abord sur un dispositif qui concerne aujourd'hui, tout a été évalué par l'Office national des terres agricoles, nous parlons de 60 000 hectares sur 2 475 000 hectares. Les 60 000 hectares ont été identifiés, localisés, il y a un dispositif, il y a un appel à manifestation d'intérêt qui doit être autorisé par mesdames et messieurs les Wali, et ensuite les candidatures pour exploiter ces terres.
sont examinées au niveau d'une commission locale, à l'intérieur de laquelle cette commission locale, nous avons l'arrêté 1344 modifié, c'est pas une approche bureaucratique, mais nous avons intégré les présidents des assemblées populaires communales parce qu'ils sont en lien direct avec leur population, avec la terre et les besoins locaux. Ça, d'un autre côté. Au niveau maintenant du foncier en général, il n'y a pas la problématique administrative. Il y a aujourd'hui un modèle d'exploitation qui doit absolument changer. Comment vous allez le changer, monsieur le ministre? Nous parlons de reconversion, justement, d'un certain nombre de territoires qui aujourd'hui ont montré leurs limites en termes de rendement. Qu'est-ce que vous entendez par reconversion de certains territoires qui n'ont pas donné les résultats escomptés? Je vais vous donner les réponses. L'orientation aujourd'hui, nous devons aller, et le programme est en cours, elle a été initiée dès l'année 2022, c'est l'orientation vers la plantation d'arbres productifs, donc une économie productive, ce qu'on appelle les rustiques. L'arboriculture rustique sont des espèces qui résistent évidemment à la chaleur, sûrement au changement climatique, mais il y a un accompagnement technique. Et c'est là où nos instituts et les professionnels vont intervenir. Donc, j'ai fait référence à l'olivier. Nous allons augmenter les superficies liées à la production donc pour la plantation d'olivier, la filière oléicole. N'oublions pas également la filière phénicicole. Nous avons un projet d'extension du palmier dattier qui est une priorité absolue dans les wilayas du Sud, au-delà de leur capacité à produire, donc avoir les cultures maraîchères. Vous connaissez la zone de Biskra, la zone de Ouadsouf. Aujourd'hui, on s'étend sur d'autres wilayas du plateau. Alors, je ne parle pas seulement je parlais des cultures maraîchères. Nous allons donc de N'Ama, Al-Bayad, Al-Saïda, remontant jusqu'à Tébessa et Khanchla. Donc tout le nord du pays est quasiment concerné par la production de cultures maraîchères, donc en matière de production de ce qu'il appelle les produits de consommation de large consommation. Nous avons également l'augmentation de la superficie liée au palmier dattier. Nous avons également, pour revenir à votre question, on évoquait la reconversion, c'est-à-dire la plantation notamment au niveau non seulement au niveau des zones de montagne ou à proximité des plaines où il y a une ressource en eau qui est difficilement mobilisable. Donc c'est la production de rustiques. Très peu de gens savent que l'Algérie est au 9e rang de production d'amandes. Nous sommes 9e production au monde d'amandes. Donc nous allons développer également et continuer la production, la plantation d'oliviers et également d'autres arboricultures rustiques. Je fais référence au pistachier de l'Atlas et je fais également référence à la production, à la culture de la plantation de l'arganier. Nous avons fêté le 10 mai la journée internationale de l'arganier à Vous étiez à Tindouf il y a 2 jours. C'était, je peux vous le dire, c'était une mission extrêmement intéressante face au terrain, face aux producteurs, face à cette volonté d'aller sur une plantation qui est difficile. C'est 5-6 ans pour avoir les premiers fruits de l'arganier, mais les gens sont entièrement engagés en raison de la plus-value de ce produit et la demande, notamment nationale, voire internationale, en matière d'huile d'argan. Donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui est à la fois cohérent et qui répond, et qui est rationnel et qui répond aux nouvelles conditions agro-pédoclimatiques de notre pays dans certaines zones qui font aujourd'hui l'objet d'une réduction importante de la pluviométrie. Alors justement par rapport à cette question du foncier, les titres de concession, est-ce qu'on change aujourd'hui par exemple de vision et d'approche, même les privés auront droit à l'avenir à ces titres de concession pour l'exploitation agricole, Monsieur Henni? Oui, bien sûr. Dans l'agriculture, vous avez les terres privées qui relèvent du domaine privé de l'État. Donc, ce sont celles qui sont octroyées au titre de la concession. Donc, l'État garde la propriété donc de ces terres agricoles, mais les investisseurs, les agriculteurs exploitent et bénéficient de l'usufruit. Ces actes de concession, vous le savez, sont valables 40 ans. Ils sont renouvelables. Une année avant terme. Ces actes de concession sont également font l'objet de ce qui est possibilité donc de désigner l'un des héritiers pour reprendre donc l'acte de concession. Il y a également tout ce qui est droit successoral qui est respecté en évitant le morcellement des terres agricoles puisque les héritiers ont le droit de désigner un représentant qui s'occupera donc de la continuité et du suivi de l'exploitation. Donc sur le plan, disons, de l'arsenal
ou de l'architecture juridique, il n'y a absolument aucun problème en termes d'exploitation des terres agricoles. Je vous ai parlé des 5% restants. C'est vraiment, je ne dis pas que c'est marginal, mais nous prenons en charge ce type de dossier. Mais pour ceux qui n'exploitent pas les terres, quelle que soit leur nature, aujourd'hui, leurs terres leur seront défalquées, monsieur Henni. Alors, pas seulement pour ceux qui disposent de concessions, mais vous savez Oui, également même pour qu'il le privé. concerne pour le Sud, également pour les actes de concession, les investissements doivent commencer dans un délai de 6 mois lorsque les gens disposent déjà de ce qu'on appelle la première attestation de présélection, lorsqu'ils sont sélectionnés pour exploiter des superficies importantes. Au bout de 6 mois, les investissements doivent être engagés, faute de quoi, eh bien, le dossier ne peut pas aller jusqu'au bout en termes d'attribution de l'acte de concession. Pour ce qui est des actes de concession en cours, hein, la 1003 et le décret 10326 du 23 décembre 2010, qui est un texte d'application majeur, il y a ce qu'on appelle les manquements aux obligations des agriculteurs. Alors, parmi lesquels il y a le non-paiement des redevances sur 2 années, il y a la non-exploitation des terres durant 1 année, il y a le système de location donc qui n'est pas autorisé par la loi, alors qu'il y a une ouverture, justement, c'est la possibilité d'engager des contrats de partenariat. Donc, les gens le savent. Et puis, enfin, vous avez la quatrième raison qui est un manquement aux obligations, ce sont évidemment les constructions illicites au niveau des exploitations agricoles. Donc, lorsqu'il y a un constat qui est fait, effectivement, les procédures sont lancées pour la résiliation des actes de concession. Et l'État récupère les terres? Absolument. Obligatoirement et automatiquement? Oui, l'État est toujours propriétaire de ces terres. Donc, l'État récupère le modèle d'exploitation qui doit être orienté vers des gens qui ont cette volonté, cette capacité de continuer leur travail au niveau des exploitations agricoles. Alors, bien sûr, pour mettre à la disposition des Algériens tous les produits alimentaires, l'État a créé, et ça a été, je crois, les actes ont été signés cette semaine, un nouvel office qui va prendre en charge la récupération de la production des agriculteurs pour la mettre à la disposition des citoyens algériens. C'est une décision des plus importantes aujourd'hui. C'est-à-dire, on revient à des systèmes qui existaient par le passé, c'est-à-dire une régulation directe de l'État des produits alimentaires qui permettent aussi d'avoir une visibilité sur les stocks et les stocks de sécurité et les produits mis sur le marché. Monsieur Abdelhafid Henni, les systèmes qui existaient par le passé, c'est-à-dire, en quelque sorte, l'OFLA. Si je vous vois sourire, c'est-à-dire que vous me donnez raison. Oui, absolument. D'abord, c'est une instruction de Monsieur le Président de la République. L'État a obligation de réguler le marché en termes de stock de sécurité. D'intervenir directement. Absolument. D'intervenir directement sur les stocks de sécurité et les stocks de régulation. Dans tous les cas, les deux stocks, c'est ce qu'on appelle des stocks dynamiques. Du fait de la durée de conservation de certains produits alimentaires, eh bien, nous sommes sur un système dynamique, mais à la fois en conservant les stocks de sécurité et les stocks de régulation. Qui dit régulation dit mise à disposition donc des denrées de base ou des denrées alimentaires à l'attention de nos concitoyens. Permettez-moi à l'occasion de saluer l'initiative de Monsieur le ministre du Commerce, qui aujourd'hui fait des déclarations qui sont lourdes de sens et sur laquelle nous adhérons pleinement. Nous parlons de régulation du marché en termes de disponibilité, mais il y a également la seconde étape qui est la régulation des prix et qui doit nous amener à mettre en place, et nous l'avons déjà envoyé, les prix de référence de tous les produits agricoles et donc aller au-delà, donc éventuellement, si nous sommes dans l'obligation de le faire, vers le plafonnement des prix sur des denrées sur lesquelles aujourd'hui, ou enfin les années précédentes, voire dernièrement, des augmentations à la fois inconsidérées et injustifiées de certains produits de base, et vous voyez de quoi je veux parler. Mais quand vous parlez de plafonnement des prix, vous entendez quel produit exactement aujourd'hui, monsieur Mohamed Abdelhafid Henni, quand on sait que certains prix, les prix sont plafonnés, du moins les produits où il y a l'intervention directe par la subvention de l'État, les céréales et aussi les matières grasses. Et le lait. Alors, le sucre aussi. Et le sucre. Donc vous avez raison, là lorsque l'État intervient. Mais vous parlez de quels produits, hormis ceux-là qui sont déjà subventionnés? Il y a une intervention organisée de l'État dans ce dispositif. Tout ce qui est subventionné par l'État, les prix, ce qu'on appelle sont des prix administrés. Donc vous avez l'huile, le sucre sont fixes. Là, il n'y a pas de dotation. Et on n'a pas le droit de l'échange. Et on n'a pas le droit d'échanger. Même si la baguette, elle est à 10 dinars. Exactement. Ensuite, vous avez... Son prix est à 8 dinars 50.
Oui. Alors ensuite, vous avez la deuxième catégorie, ce sont ce qu'on appelle les produits de large consommation. Il ne faut pas oublier que nous sommes sur un marché libre, il y a les règles de la loi de l'offre et de la demande qui sont mises en place, mais j'ai dit lorsqu'il y a des augmentations inconsidérées et injustifiées. Donc il y a un problème de l'offre. Là, non. Je ne pense pas qu'il y ait un problème d'offre d'une manière régulière. Pour les viandes, c'est le cas. Il y a un problème de l'offre. D'accord. Pour les viandes rouges, je suis tout à fait d'accord avec vous, mais n'oubliez pas que nous avons pris les dispositions avant la période de Ramadan. Ramadan, le Karim, on a été pris, comment dire, les pays sont lointains, on ne veut pas chercher de justificatif, mais en tout cas, la viande rouge était disponible, sûrement pas en quantité, non pas en quantité suffisante, mais nous devons augmenter le nombre de points de vente. Ça rentre dans la préparation de l'année prochaine, Inch'Allah, pour le prochain Ramadan. On doit anticiper, mais cette anticipation, il faudrait que ce soit des mois et des mois à l'avance et non pas quelques jours à l'avance. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est une première expérience. Nous allons en tirer les leçons, les conséquences et j'ose espérer que l'année prochaine, il y aura beaucoup plus de stabilité en ce qui concerne les viandes rouges. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure pour le recensement et pour les statistiques. Nous avons quand même beaucoup augmenté et c'était salué par Monsieur le Président de la République. C'est le recensement du cheptel et les capacités de production. Nous devons aller encore plus loin, c'est-à-dire en termes de modernité, réapprendre à utiliser les techniques modernes comme l'insémination artificielle, l'utilisation du Centre national d'insémination artificielle et d'amélioration génétique, la réouverture des stations régionales. Nous venons donc d'avoir un nouveau responsable au niveau de ce centre national qui a été nommé la semaine dernière, avec un plan d'action, avec une vision beaucoup plus sereine, plus intéressante, et nous mettrons tous les moyens, qu'ils soient humains ou financiers, pour la réussite de ce programme lié à l'amélioration de la production à la fois de lait, parce que le CNIAC c'est à la fois le lait et les viandes rouges, ainsi que tous les instituts satellites en matière d'amélioration du rationnement de nos animaux de rente. Et il y aura bien sûr la réalisation de la banque des gènes, et ça c'est une grande avancée et qui sera inaugurée le 5 juillet prochain. C'est l'annonce que vous avez faite. Elle sera d'un grand apport aujourd'hui, Monsieur Abdelhafid Hani, parce que ça fait des années qu'on en parlait et on ne l'a jamais réalisé. C'est ça qui va assurer aussi notre souveraineté, puisque même si nous produisons, nous restons aussi en amont, dépendant de l'extérieur par rapport aux semences que nous importons. Monsieur Abdelhafid Hani, même si certaines cultures non, mais pour la plupart, pour les maraîchers, nous importons nos semences. Alors vous avez raison, je vous remercie. On l'a toujours dit. Et le premier qui avait attiré l'attention pour l'histoire, c'était le professeur Shahat. Oui. Alors, vous savez, pour ce qui est de la problématique des semences, il y a une classification. Nous sommes aujourd'hui, pour les céréales, nous sommes totalement indépendants et vous le savez. La valeur de la production. Mais on peut aussi développer des semences à fort rendement par rapport à celles existantes. Mais bien sûr, c'est l'objet même de la recherche agronomique. Nous avons des instituts, une école nationale supérieure d'agronomie. Il y a également beaucoup d'instituts à travers le territoire national. Et non pas qu'on découvre, mais il y a la prise en charge justement de cet aspect lié au changement climatique, à l'augmentation des rendements. La science fonctionne. Elle ne s'arrête pas. On doit s'appuyer sur la science. On doit s'appuyer sur la science. C'est ça la modernité. Voilà, Ce matin, vous êtes en streaming et c'est la science. Voilà. Et en même temps, lors de mon introduction, je vous ai évoqué non pas le sujet du caractère horizontal de notre ministère, mais évidemment, nous sommes en pleine relation avec le ministère de l'enseignement supérieur, ainsi que enseignement supérieur, recherche scientifique, ainsi que le ministère chargé des startups. Donc, vous voyez qu'il y a une cohésion et une cohérence et une cohésion dans l'approche globale. Pour la banque des semences. Alors pour revenir à la banque de semences, je vous remercie d'évoquer le sujet. Cet aspect a été évoqué déjà en 2004, donc il y a de cela, disons, une vingtaine d'années, 19 ans plus exactement. Professeur Shahat. Professeur Shahat avait soulevé la question, on importe nos semences. Voilà. Maintenant, pour l'importation des semences, il y a tout ce qui est arboriculture fruitière, nous sommes pratiquement à 90% de notre propre production. Nous avons également ce qu'on appelle les porte-greffes pour produire donc les fruits d'une manière générale. Nous sommes également producteurs de porte-greffes qui sont à la fois adaptés aux conditions agrologiques de notre pays, en termes de pédologie, en termes de climat et de nombre d'autres paramètres qui sont en lien avec la recherche scientifique. Le troisième aspect, je vois où vous voulez en venir, c'est les semences potagères. Donc pour les semences potagères, évidemment, alors, il faudrait bien comprendre... L'oignon, le poivron... Non. L'oignon, c'est une production
nationale. Il n'y a pas d'importation de semences d'oignons. Attention, pour ce qui est de l'ail, alors je voudrais simplement rappeler, madame, qu'il y a quelques années, l'Algérie importait pour 30 000 tonnes chaque année d'ail, où cette année nous sommes en excédent de production de 30 000 tonnes. Regardez les efforts qui sont faits par nos agriculteurs. Nous, notre administration, est simplement a mis en place un dispositif d'accompagnement. Mais qui va récupérer ce surplus de la production? Alors, nous sommes en lien Abdel Hafid Hani. Alors, nous sommes en lien avec le ministère du Commerce. Nous mettons en place justement un dispositif cohérent et pour une exportation donc de ces denrées qui sont évidemment en surproduction, mais également nous avons notre dispositif mis en place de régulation donc de stockage de l'ail pour l'année prochaine. Ça, les capacités vont être augmentées par rapport au stockage de tous les produits. Aujourd'hui, monsieur Mohamed Abdel Hafid Hani, c'est ça qui donnera aussi une meilleure vision sur la régulation. Alors, pour ce qui est des capacités... le Sirpalac, c'est fini. Alors, pour le dispositif de stockage, alors j'ai eu l'honneur d'inaugurer le complexe de Frigomédite à Tindouf. C'est de la dernière technologie. Et vous allez les démultiplier partout? Alors, c'est déjà le Frigomédite a une capacité de 350 000 mètres cubes de capacité de stockage. Au niveau national, nous ne sommes pas loin des 680 000 mètres cubes, sans compter les chambres froides individuelles. Il aura les moyens nécessaires pour réaliser toutes ces capacités de stockage? Non, ils sont en place. Aujourd'hui, ils sont en place. Par rapport le différentiel. Alors, si nous devons augmenter les capacités de production, eh bien, ce sont des investissements qui sont réalisés. L'investissement est ouvert dans notre pays. L'accompagnement est fait sur la base de crédit bancaire. L'accompagnement est fait sur, justement, les subventions accordées pour les produits qui sont mis dans le dispositif de régulation. Je donne à titre d'exemple, pour revenir à la pomme de terre, c'est 1,80 dinar par mois et par kilogramme. Nous avons également introduit en 2022-2023 dans le dispositif qui comprenait la pomme de terre et l'ail, nous avons introduit l'oignon en perspective donc de 2023-2024. Il y a les viandes blanches, il y a les viandes rouges, au-delà de tout ce qui est autre consommation comme le lait et comme les céréales qui bénéficient de subventions importantes, ce qu'on appelle le crédit FIG, les crédits de campagne, le prix d'achat qui est augmenté par M. le Président de la République à hauteur de 6 000 dinars. Nous avons augmenté également les primes pour les semences à plus de 2 000 dinars par rapport aux anciens prix qui étaient consacrés. Aujourd'hui, donc, c'est un dispositif global. Je pense sûrement le niveau global de ces aides, on peut avoir une estimation chiffrée ce matin, monsieur Abdel Hafid Hani, puisque nous savons que c'est un secteur cher aux Algériens, cher au président, et qui est devenu aussi un secteur de souveraineté. Absolument. Alors, si on fait la comparaison par rapport à d'autres pays, nous sommes pratiquement sur une subvention, un accompagnement qui dépasse les 120 à 130 milliards de dinars, globalement. Ça, c'est en fonction de tout ce qui est utilisé. 130 milliards de dinars. Je vous donne un exemple pour le lait. Par exemple, la production nationale pour le lait, c'est 18 milliards de dinars. Pour ce qui est des céréales, nous sommes en accompagnement en différentiel pour l'ensemble de nos agriculteurs. Pour ce qui est de l'accompagnement pour la filière, pour les autres filières, c'est l'accompagnement en matière de 50% de prise en charge pour les engrais. Nous sommes également sur tout ce qui est accompagnement technique, le rôle de nos instituts. Enfin, il y a des mécanismes qui sont liés à la dynamique que nous impose l'agriculture. Ce n'est pas du matériel qui est rigide, qui est fixe et qui est stocké. Tous les jours, il y a une évolution qui nous oblige à nous adapter aux réalités et aux urgences du moment, tout en ayant une vision d'avenir, évidemment. Bien sûr, il y a aussi les aménagements de l'espace foncier agricole. Alors, l'auditeur vous dit de l'expliquer. Qu'est-ce que vous entendez par prix de référence? Rapidement sur la question de l'auditeur, monsieur Abdel Hafid Hani. Oui, c'est une excellente question. Le prix de référence, il est en 2 mots. Donc, nous avons à la fois des commissions qui ont déjà travaillé sur le sujet. Ce ne sont pas des commissions administratives. Nous avons les représentants des producteurs, nous avons les présidents de fédération, donc des filières, il y a également les conseils interprofessionnels et enfin nous avons également l'UNPA et l'administration locale. Mais elle pourrait concerner quel produit, le prix de référence? Les prix de référence, nous avons les produits de large consommation qui sont soumis à ce qu'on appelait l'ancien Sirpalac, qui est le nouveau dispositif aujourd'hui de régulation. Et ça va concerner l'oignon dont les prix ont augmenté? Bien sûr, nous avons la pomme de terre, nous avons la problématique de la tomate de consommation, pas la tomate industrielle, il y a également l'ail, il y a
l'oignon, il y a les viandes rouges, il y a les viandes blanches et il y a les œufs de consommation. Globalement, nous avons 7 ou 8 produits. Évidemment, le reste, c'est un commerce qui est libre en fonction des capacités de production de nos agriculteurs, de leur capacité à mettre sur le marché les quantités suffisantes. Et je tiens à vous dire que nous couvrons absolument tout ce qui est production maraîchère pour les besoins de notre population. Alors la question de l'auditeur également, qu'est-ce qui s'est passé avec l'oignon, monsieur le ministre? Écoutez, madame, Rapidement. nous voulons avoir une vision beaucoup plus élevée de ce dispositif. C'est la question de l'auditeur. Oui, c'est occasionnel et puis très rapidement on a repris la main sur la situation. Alors très rapidement aussi cette question de l'auditeur qui vous demande de visiter la wilaya de Batna pour vous enquérir un peu de la situation. نطلب منك زيارة ولاية باتنا منطقة لازرو qui est agricole essentiellement. Alors autre question de l'auditeur qui vous dit aujourd'hui, monsieur le ministre, est-ce qu'on pourrait aller vers une situation où on pourrait afficher le prix de référence des produits, le mettre aujourd'hui à la disposition des consommateurs comme cela se faisait par le passé, c'est-à-dire le revenu et le prix de référence. Est-ce qu'on pourrait aller vers ça pour donner plus de transparence et de visibilité, que le consommateur sache quel est le prix de revient pour savoir que finalement, il peut boycotter certains produits parce que ce n'est pas son prix réel. Il faut aller vers ça. Ça existait les années 70. C'est une remarque. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Absolument, c'est une observation, une remarque, une proposition extrêmement intelligente. Et je suis tout à fait d'accord avec ça, en lien tous les matins sur le site du ministère de l'Agriculture, mettre en place les prix de référence des produits. Exactement, des prix de référence liés au coût de production d'une part, et à le coût de production également, et puis déterminer évidemment les marges de manœuvre du producteur, le marché de gros, et ainsi que le prix au détail. Pour quelques produits. Il faut la mettre en œuvre. Inch'Allah, on la mettra en œuvre très rapidement avec monsieur le ministre du Commerce Monsieur et des exportations. Monsieur Abdelhafid Hani, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup, bonne journée et à bientôt.